À l'ouest du monde grec, la péninsule italienne s'étend comme une longue botte dans la mer Méditerranée. Au nord, elle est délimitée par les Alpes, qui la séparent du reste de l'Europe, tandis qu'elle est entourée par la mer sur trois côtés. Cette situation géographique a procuré à Rome un avantage exceptionnel dès le début, car de nombreuses baies et ports naturels facilitaient le commerce, la navigation et les échanges culturels. Au large de la côte sud se trouve la Sicile, une île fertile aux riches terres agricoles, tandis qu'à l'ouest, la Sardaigne et la Corse constituaient des bases stratégiques importantes. Les plaines de l'Italie centrale, en particulier, offrèrent des conditions idéales pour l'agriculture et ont permis très tôt un approvisionnement stable de la population. Le climat doux, les précipitations régulières et la présence de matières premières telles que le cuivre, le plomb et le fer ont jeté les bases de l'émergence de nombreuses cités-États. L'économie romaine était initialement fortement marquée par l'agriculture. Les céréales et le vin constituaient les principaux produits de culture, complétés par l'élevage principalement de bovins et d'ovins. Avec le développement des systèmes d'irrigation, la productivité de l'agriculture a nettement augmenté et de nouvelles espèces végétales ont été introduites. À l'époque impériale, cette structure s'est progressivement modifiée, car de grandes quantités de céréales arrivèrent des provinces vers Rome et de nombreux agriculteurs sont passés à la culture de fruits et d'autres cultures plus rentables. Outre l'agriculture, l'artisanat s'est également développé de manière dynamique. La poterie, le travail des métaux et la construction comptaient parmi les secteurs les plus importants. Le commerce florissait et reliait Rome à l'ensemble du bassin méditerranéen. Les marchands voyageaient de l'Hispanie jusqu'en Égypte, transportant avec eux des marchandises, des idées et des influences culturelles. Tout comme en Grèce, la société romaine reposait sur l'esclavage. Les esclaves constituaient un élément essentiel de l'économie, tant dans l'agriculture que dans la maison et l'artisanat. Cependant, un trait particulièrement marquant de la civilisation romaine était sa pensée politique. Le terme république, dérivé du latin res publica, signifie la chose du peuple. Contrairement à de nombreuses autres grandes cultures, Rome n'a pas commencé son apogée comme une monarchie, mais comme une république. Les Romains étaient fiers de cette forme d'État et la considéraient comme supérieure à la royauté. Le dernier roi de Rome était considéré comme un tyran, dont la chute a laissé une haine profonde pour toute forme de pouvoir monarchique. Même à une époque ultérieure, alors que Rome était devenue depuis longtemps un empire, les souverains évitaient de se qualifier ouvertement de roi. La société romaine se divisait essentiellement en deux grands groupes, les patriciens et les plébéiens. Au début, le pouvoir politique était exclusivement réservé aux familles patriciennes, mais au fil du temps, les plébéiens ont également conquis un accès limité à la politique. Néanmoins, l'influence des anciennes familles nobles a été préservée grâce aux relations de patronage. Les patriciens protégeaient et soutenaient leurs clients financièrement et juridiquement, tandis que ceux-ci offraient en retour loyauté et soutien politique. Ce système a profondément marqué le tissu social de Rome et a influencé tant la législation que les élections. Mais comment le simple Romain vivait-il réellement au sein de ce système complexe? Et comment ces structures sociales ont-elles façonné le quotidien d'un empire qui allait plus tard dominer la moitié du monde? Les Romains accordaient une grande importance aux traditions et croyaient fermement que chaque citoyen devait respecter les valeurs et les règles transmises par les ancêtres. Cette conception imprégnait tous les domaines de la vie sociale et conférait à la culture romaine une forte cohésion interne. Au centre de cet ordre se trouvait la famille, considérée comme l'unité fondamentale de la société. Plusieurs générations vivaient souvent sous le même toit, ce qui ressemblait au modèle familial de nombreuses cultures orientales. À la tête de la famille se trouvait le pater familias, le chef de famille masculin, généralement un homme âgé, qui disposait d'une autorité presque illimitée sur tous les membres de la famille. Le pater familias décidait des biens, du mariage, de l'éducation et même de la vie ou de la mort au sein de la famille. Les adoptions étaient très répandues à Rome et revêtaient une grande importance sociale. Un enfant adopté était traité juridiquement et socialement comme un enfant biologique, ce qui pouvait avoir des conséquences non seulement familiales, mais aussi politiques et économiques. Le quotidien d'une famille romaine suivait des routines fixes. La journée commençait par un petit déjeuner simple et une prière, avant que les adultes ne partent travailler. Après une courte pause à midi, le travail reprenait
tandis que l'après-midi se terminait souvent par une visite au bain public, qui servait non seulement à l'hygiène corporelle, mais aussi de lieu de rencontre sociale. Les enfants passaient leur temps à jouer ou observaient, s'ils étaient assez vieux, les combats de gladiateurs. Le poète Juvénal a forgé la célèbre expression du pain et des jeux pour décrire comment le gouvernement pourvoyait le peuple en nourriture bon marché et en divertissements spectaculaires afin qu'il se soucie moins des questions politiques. Cette affirmation montre que, pour de nombreux Romains, la sécurité alimentaire et le divertissement constituaient les éléments centraux de leur quotidien. Le Colisée, un amphithéâtre monumental dont la construction a duré 12 ans, était le symbole le plus impressionnant de cette culture du divertissement. Des combats de gladiateurs, des chasses aux fauves et même des reconstitutions de batailles navales, pour lesquelles l'arène était inondée, s'y déroulaient. Contrairement aux idées reçues modernes, les combats de gladiateurs étaient avant tout des mises en scène spectaculaires. Les combats étaient chorégraphiés pour paraître aussi dramatiques que possible, et les gladiateurs célèbres jouissaient d'une immense popularité. Ils recevaient de grandes récompenses, des cadeaux et étaient soigneusement encadrés, à l'instar des stars d'aujourd'hui. Les décès au Colisée étaient donc nettement plus rares que ce que suggèrent les films modernes. Outre les jeux de gladiateurs, les courses de chars jouissaient également d'une grande popularité et attiraient des foules de spectateurs. Chaque citoyen romain possédait le droit de vote, mais était en même temps tenu de servir l'État, notamment par le service militaire et le paiement des impôts. La citoyenneté romaine était strictement réglementée. Celui qui avait des parents romains ou qui était originaire d'un territoire reconnu était considéré comme citoyen. Dans les provinces conquises, les habitants étaient d'abord considérés comme des sujets et vivaient sous le droit romain sans posséder les pleins droits de citoyenneté. Avec le temps, cependant, des personnes de ces régions pouvaient obtenir la citoyenneté, par exemple par le service militaire ou par l'affranchissement de l'esclavage. Les esclaves constituaient un groupe de population important dans l'Empire romain. Toute personne issue d'un territoire conquis pouvait être réduite en esclavage. Leur vie était généralement marquée par un travail acharné et des privations. Les esclaves des maisons riches avaient parfois de meilleures conditions de vie, surtout s'ils étaient instruits et servaient comme régisseurs ou conseillers. Néanmoins, ce groupe restait numériquement faible. À l'époque impériale, les conditions de vie des esclaves se sont partiellement améliorées, car des lois ont été édictées pour réglementer leur traitement et les protéger dans une mesure limitée. Les femmes ne jouaient aucun rôle politique formel dans la société romaine patriarcale. L'éducation leur était en principe refusée, mais les femmes des familles riches pouvaient apprendre à lire et à écrire. Malgré ces restrictions, les femmes romaines possédaient certains droits. Elles pouvaient posséder des biens et n'étaient pas considérées comme la propriété de leur mari lors du mariage. Par rapport à de nombreuses autres sociétés antiques, Rome présentait ici certaines approches progressistes. Les vêtements reflétaient également les différences sociales. Les hommes portaient généralement une simple tunique à manches courtes qui offrait une liberté de mouvement. Les femmes se vêtaient de la stola et la complétaient par une cape ou un couvre-chef. Les membres de la classe supérieure portaient la toge, un vêtement long et peu pratique qui soulignait leur position sociale, car il rendait le travail physique presque impossible. La couleur des vêtements était généralement le blanc, mais lors d'occasions spéciales, les hauts dignitaires pouvaient porter une toge pourpre. Comme la teinture pourpre était rare et coûteuse, cette couleur est devenue le symbole du pouvoir et de l'autorité et l'est restée jusqu'à l'époque de l'Empire. Mais comment fonctionnait l'État romain qui maintenait la cohésion de ce tissu social complexe? Et quels mécanismes politiques ont fait qu'une république est finalement devenue un empire? Le système politique de Rome a reposé pendant de nombreux siècles sur la forme de l'État républicain. À sa tête se trouvait le Sénat, une assemblée composée de membres de la classe supérieure romaine qui préparait les décisions politiques centrales. Le Sénat exerçait une grande influence sur la législation, la politique étrangère, les finances et l'armée, même s'il ne concentrait pas formellement tout le pouvoir. Le véritable pouvoir exécutif appartenait aux magistrats les plus élevés de la République, les consuls. En règle générale, 2 consuls étaient élus chaque année pour exercer conjointement la fonction de chef de l'État. Cette double direction était délibérément conçue pour qu'aucune personne seule ne puisse accumuler trop de pouvoir. Chaque consul
avait le droit de bloquer les décisions de son collègue par un veto. De plus, leur mandat était strictement limité à 1 an. À l'issue de cette période, ils devaient soit être réélus, soit retourner à la vie privée, tout en demeurant sénateurs dans le système politique. De cette manière, on cherchait à empêcher le développement d'une base de pouvoir permanente, typique des systèmes monarchiques. En temps de crise, par exemple, lors de graves menaces militaires ou de troubles internes, le Sénat pouvait cependant autoriser une exception à ces règles. Dans de tels cas, un dictateur était nommé, à qui l'on confiait des pouvoirs presque illimités pour une période limitée, généralement de 6 mois. Cette mesure visait à permettre des décisions rapides et résolues sans mettre durablement en péril le système républicain. C'est précisément cet instrument qui s'est toutefois avéré problématique à long terme, car il a ouvert la voie à une plus forte concentration du pouvoir. Au fil du temps, la réalité politique de Rome s'est progressivement modifiée. À l'origine, la République était taillée pour une ville et ses environs, mais avec l'extension du domaine de domination romain sur de vastes parties du bassin méditerranéen, ce système a atteint ses limites. Les succès militaires ont permis à certains généraux d'acquérir une popularité et une loyauté énormes au sein de leurs troupes. Cette évolution a affaibli l'équilibre de l'ordre républicain, car les soldats n'étaient non plus liés en premier lieu à l'État, mais à leur commandant. Bien que Rome soit restée formellement une république, le pouvoir de certaines personnes n'a cessé de croître. Même lorsque la République n'existait plus de fait, les souverains romains conservèrent leur titre républicain. Les empereurs ultérieurs évitèrent également de se qualifier ouvertement de monarques. Au lieu de cela, ils se présentaient comme les premiers citoyens de l'État, comme primus inter pares, et soulignaient qu'ils agissaient simplement au service de la res publica. Ce maintien conscient des formes républicaines servait à apaiser l'aversion profonde des Romains pour la royauté. En réalité, le système politique est devenu de plus en plus autoritaire. Le pouvoir s'est concentré de plus en plus entre les mains de quelques-uns, tandis que les institutions traditionnelles subsistaient certes, mais perdaient leur influence réelle. Comment a-t-il pu arriver qu'un État qui s'était tant consacré à l'idéal de la limitation du pouvoir soit finalement dominé par des souverains individuels? Et quel rôle la force militaire de Rome, qui constituait à la fois sa plus grande arme et son plus grand risque, a-t-elle joué dans ce processus? L'armée jouait un rôle central dans l'histoire et le système politique de Rome. Le succès militaire exceptionnel de la République romaine, et plus tard de l'Empire, a fait des légions romaines l'une des armées les plus efficaces et les plus disciplinées de l'Antiquité. L'armée romaine était organisée en légions, qui servaient d'unité militaire fondamentale. L'effectif d'une légion a évolué au fil du temps. Pendant l'époque républicaine, une légion comprenait généralement environ 4200 soldats, divisés en 30 à 35 manipules, chaque manipule comptant environ 120 à 140 hommes. À l'époque impériale, le nombre de légionnaires est passé à environ 5200 hommes, complétés par des troupes auxiliaires alliées organisées en cohortes. Avant les réformes de Caius Marius en 107 avec JC, il n'existait pas d'armée permanente. Les légions n'étaient si levées que pour des campagnes précises et étaient dissoutes après la fin de celles-ci. C'est pour cette raison que des centaines de légions ont été fondées et numérotées au cours de l'histoire romaine, dont seulement une cinquantaine peuvent aujourd'hui être identifiées avec certitude. Après l'introduction de l'armée de métier, Rome disposait, au début de l'époque impériale, d'environ 25 à 35 légions stationnées en permanence, dont le nombre pouvait augmenter encore en période de menace accrue. En plus des légions régulières, les empereurs disposaient de leurs propres troupes d'élite, la garde prétorienne. Cette garde rapprochée comptait initialement environ 4000 à 5000 hommes, mais elle s'est agrandie sous les empereurs ultérieurs pour atteindre jusqu'à 12 000 ou même 15 000 soldats. Ironiquement, cette unité est devenue, à la fin de l'Empire, l'un des plus grands dangers pour les empereurs eux-mêmes. Lors des crises politiques de la fin du IIIe et du début du IVe siècle, ce furent souvent les prétoriens qui renversèrent ou assassinèrent les empereurs. À la tête d'une légion se trouvait le legatus legionis, généralement un sénateur issu d'une famille influente. Sous ses ordres se trouvaient des officiers de différents rangs, dont des tribuns militaires d'origine sénatoriale ou équestre. Cependant, le commandement direct des soldats incombait aux centurions, qui commandaient chacun une unité. Bien qu'ils fussent formellement sur un pied d'égalité,
Les centurions des rangs supérieurs jouissaient d'un prestige et d'une influence considérablement plus grands. La discipline militaire romaine était extrêmement stricte. La mutinerie ou la lâcheté était sévèrement punie. Particulièrement notoire était la décimation, lors de laquelle une unité était divisée en groupes de 10 et un soldat sur 10 était désigné par le sort et exécuté. Les officiers pouvaient également être exécutés sur ordre de l'empereur en cas de faute grave. Après des guerres coûteuses contre divers adversaires, Rome a entamé de vastes réformes militaires pour transformer l'armée. D'une armée de citoyens composée de paysans en une armée de métiers permanente. Les soldats recevaient une solde régulière, un équipement, des armes et des vivres de l'État ou de leur commandant. L'armée n'était cependant pas seulement une machine de guerre, mais aussi une organisation de construction hautement efficace. Une grande partie du réseau routier romain a été construite par des légionnaires pour faciliter les mouvements de troupes et le commerce. Lors de chaque arrêt prolongé, les soldats érigeaient des camps fortifiés, qui posaient souvent la première pierre des futures villes. L'équipement des soldats romains a subi des modifications au cours des siècles, mais suivait certains modèles de base. Des casques protégèrent la tête, la nuque et parfois le visage, même si le rembourrage intérieur restait généralement simple. L'armure allait des cottes de mailles et armures d'écailles à l'époque républicaine jusqu'à la cuirasse segmentée en plaques, introduite au début de l'époque impériale. Les légionnaires étaient armés, entre autres, du glaive, gladius, de javelots, de poignards, ainsi que de différents types de boucliers. L'une des transformations les plus importantes de l'armée romaine remonte aux réformes de Marius. Avant ces réformes, les soldats devaient fournir eux-mêmes leur équipement, ce qui limitait la taille et la qualité de l'armée. Marius ouvrit le service militaire aux couches les plus pauvres de la population et fit prendre en charge l'équipement et l'armement par l'État. Parallèlement, la durée du service s'est considérablement allongée. Si cette professionnalisation a accru les performances militaires, elle a conduit les soldats à vouer leur loyauté de plus en plus à leurs généraux, plutôt qu'à la République. L'équilibre du pouvoir politique s'en trouva ainsi durablement modifié. L'armée a également changé symboliquement. La diversité des emblèmes de légion a été abolie et remplacée par l'aigle comme symbole unifié. De plus, les soldats devaient apporter eux-mêmes leur équipement, ce qui augmentait leur endurance physique et leur vitesse de marche, mais les épuisait aussi plus rapidement. Bien que l'armée romaine fût principalement composée d'infanterie, cela s'est avéré être une faiblesse face à des unités de cavalerie mobiles à des époques ultérieures. Rome y a répondu par une plus grande intégration d'unités de cavalerie issues des territoires de conquis. La puissance navale romaine s'est développée surtout pendant les guerres puniques. À l'origine, Rome ne disposait presque d'aucune flotte, mais dans la lutte contre les puissantes forces navales de Carthage, les Romains ont construit de grandes flottes et équipé leurs navires de ponts d'abordage, corvus. Cela leur a permis d'exploiter leur supériorité au corps à corps, même en mer, et de remporter des victoires décisives. La force militaire de Rome fut ainsi à la fois la source de son succès et l'origine de profonds changements politiques. Elle a permis l'expansion de l'Empire, mais a progressivement sapé l'ordre républicain qui avait autrefois fait la grandeur de Rome. Outre la force militaire, la civilisation romaine s'est distinguée par une remarquable diversité culturelle et des réalisations durables dans l'art, l'architecture, la littérature, la philosophie et les sciences. Dès le début, l'art romain a été sous la forte influence de cultures étrangères, notamment de l'art étrusque et plus tard grec. Dans la peinture, un style caractéristique s'est développé, consistant à décorer les murs intérieurs de manière à imiter des surfaces de marbre. Les représentations de paysages visaient à créer une impression de vastitude et de réalité, offrant optiquement plus de profondeur aux espaces de vie souvent étroits. L'art du portrait, qui cherchait un équilibre entre représentation réaliste et forme idéalisée, était également particulièrement apprécié. L'architecture comptait parmi les plus grandes réussites des Romains. La ville de Rome elle-même est devenue le symbole du pouvoir, de l'ordre et de la pérennité. Des édifices monumentaux tels que des amphithéâtres, des hippodromes, des temples, des forums et des complexes thermaux marquaient le paysage urbain et servaient à des fins tant religieuses que sociales. Sous le règne d'Auguste, Rome a été délibérément aménagée pour rendre visible le nouvel ordre de l'Empire et manifester l'autorité de l'État de manière architecturale.
L'une des innovations techniques les plus importantes des Romains fut le développement du béton. Celui-ci se composait d'eau, de chaux, de cendres volcaniques et de fragments de roches, et permettait des constructions stables et durables. Le béton était souvent utilisé comme matériau de base et revêtu de briques ou de pierres naturelles. L'utilisation du béton pour la construction de voûtes et de coupoles, coulées à l'aide de coffrages en bois, était particulièrement avancée. Un élément architectural central de l'art de bâtir romain était l'arc. Grâce à sa construction, il transmettait de manière ciblée le poids d'un édifice vers le sol et permettait la création de grands espaces ouverts. Cette technique a été appliquée dans les portes de ville, les aqueducs, les ponts et les bâtiments monumentaux. Un exemple éminent était la Domus Aurea, le palais de l'empereur Néron, dont les vastes structures voûtées ont fixé de nouveaux standards. Le Colisée devait également sa stabilité et sa taille à l'utilisation systématique d'arcs et de voûtes, qui permettaient d'accueillir en toute sécurité d'immenses foules de spectateurs. Sur le plan linguistique, l'Empire romain était extrêmement diversifié. Le latin a été pendant longtemps la langue dominante, surtout dans la partie occidentale de l'Empire. Néanmoins, il n'y eut jamais de langue d'État officiellement fixée. Dans l'est de l'Empire, le grec est resté très répandu en raison de sa tradition culturelle et de son importance pour le commerce et l'éducation. Les membres de la classe supérieure romaine étaient souvent élevés de manière bilingue et maîtrisaient tant le latin que le grec. Au début de l'époque impériale, le grec a en outre joué un rôle central dans la religion et les sciences, particulièrement après l'établissement du christianisme. La littérature romaine s'est d'abord développée sous la forte influence des modèles grecs. Dès le début de la République, des œuvres épiques et dramatiques virent le jour. Les traductions de l'Iliade et de l'Odyssée marquèrent un tournant et favorisèrent l'émergence de formes littéraires propres. Les dramaturges créèrent des tragédies et des comédies qui placèrent de plus en plus les thèmes romains et les figures historiques au centre de l'œuvre. De cette évolution naquit un genre autonome qui traitait de l'histoire romaine plutôt que des héros mythologiques. Cependant, de la plupart des œuvres scéniques de l'époque républicaine, il ne reste que des fragments. La poésie occupait une place de choix dans le quotidien romain. Les poèmes n'étaient pas seulement lus, mais aussi déclamés et appris par cœur. L'un des poètes les plus importants fut Virgile, dont l'épopée racontait les origines de Rome et consolidait littérairement le mythe de la ville. Ovide, pour sa part, se consacra dans ses œuvres à la métamorphose des dieux et des hommes et traça un arc allant de la création du monde jusqu'à son propre présent. La perspective des figures féminines issues de la mythologie et de l'histoire trouvait également une place dans ses textes. Outre la poésie, l'historiographie se développa aussi. Les historiens tentèrent d'expliquer l'expansion de Rome et de consigner systématiquement les événements politiques. Leurs œuvres devinrent plus tard des sources centrales pour la compréhension du passé romain. En philosophie, les Romains s'orientaient fortement vers les écoles grecques. Le stoïcisme fut particulièrement influent, considérant la vertu, la maîtrise de soi et le calme intérieur comme la base d'une vie bonne. Cet enseignement trouva un large écho non seulement parmi les érudits, mais aussi chez les décideurs politiques. Dans les sciences également, les Romains accomplirent des performances notables. Des œuvres encyclopédiques rassemblaient et systématisaient les connaissances de l'Antiquité dans des domaines tels que les sciences naturelles, la minéralogie et la médecine. En astronomie et en géographie, des modèles apparurent qui marquèrent la vision du monde pendant des siècles. La médecine profita d'études anatomiques et d'une compréhension croissante de la nutrition et de l'exercice physique. L'une des réalisations les plus durables fut le développement du système calendaire, qui devint plus tard la base du calendrier solaire en usage aujourd'hui. La culture romaine n'était donc pas un phénomène isolé, mais un tissu complexe fait d'emprunts, d'adaptations et de développement des influences étrangères. C'est précisément cette capacité d'intégration qui l'a rendue si efficace et durable. Mais comment, à partir de ces bases culturelles et politiques, est né un empire qui a dominé de vastes parties du monde connu? Et quels événements historiques ont mené Rome, d'une ville sur le Tibre, à devenir la puissance dominante du bassin méditerranéen? La ville de Rome et le royaume romain furent fondés, selon la tradition, en l'an 753 Avesira J.B.C. par Romulus. Les découvertes archéologiques
montrent toutefois que la région autour du Tibre était déjà peuplée plusieurs siècles auparavant. Divers groupes ethniques vivaient en Italie centrale et septentrionale, notamment des tribus italiques, ainsi que des colons grecs au sud de la péninsule. Au fil du temps, Rome gagna en importance et s'imposa face aux colonies voisines, bien qu'il n'existe que peu de sources fiables sur le début de l'époque royale. Selon la tradition romaine, la ville fut gouvernée par 7 rois. Le dernier d'entre eux, Tarquin le Superbe, était considéré comme un tyran cruel qui s'est mis à dos tant la noblesse que le peuple. En 509 avec J.C., il fut renversé par une révolte qui marqua la fin de la monarchie et le début de la République romaine. À la tête du nouvel État se trouvaient désormais 2 consuls élus annuellement, qui gouvernaient ensemble pour empêcher une nouvelle concentration du pouvoir. À partir de ce moment, Rome évita tout retour à la royauté, et même les souverains absolus ultérieurs rejetèrent strictement le titre de roi. Dans la jeune République, Rome commença à évoluer d'une cité-État régionale en une puissance montante. La forme d'État romaine unissait des éléments de structure monarchique, aristocratique et démocratique, et s'est avérée extrêmement adaptable. Pendant cette phase, des tensions sociales et des luttes politiques éclatèrent régulièrement entre la noblesse et le peuple, tandis que Rome menait simultanément de nombreuses guerres contre les villes et peuples voisins. Un principe central de la politique étrangère romaine était ce qu'on appelait l'expansion défensive. Rome ne se considérait pas comme un agresseur, mais comme un défenseur qui ne faisait la guerre que lorsqu'elle se sentait menacée. On croyait que seule une guerre juste pouvait assurer la faveur des dieux. Parmi les conflits les plus importants de l'époque républicaine figurent les guerres puniques contre Carthage. La première guerre punique commença en 264 d'AVC GC et dura jusqu'en 241 AVC JC. Le déclencheur fut la lutte de pouvoir pour la Sicile, qui revêtait une importance stratégique tant pour Rome que pour Carthage. Après des années de combats, Rome sortit victorieuse et contraignit Carthage à de lourdes réparations. La Sicile devint la première province romaine hors d'Italie, et Rome s'établit comme une puissance navale émergente. La deuxième guerre punique, qui éclata en 218 avec JC, compte parmi les guerres les plus célèbres de l'Antiquité. Elle est indissociable du général carthaginois Hannibal, qui traversa les Alpes avec son armée vers l'Italie. Malgré des pertes énormes, il réussit cette avancée surprenante et infligea aux Romains plusieurs défaites écrasantes, notamment à la Trébie et au lac Trasimène. Rome réagit d'abord par une stratégie défensive misant sur l'usure et évitant les confrontations directes. Mais la pression politique finit par conduire à la décision d'une grande bataille qui se solda par la catastrophe de Cannes. Malgré cette lourde défaite, Rome ne s'effondra pas. La République fit preuve d'une capacité exceptionnelle de récupération et de mobilisation. Étape par étape, elle regagna les alliés perdus et empêcha Hannibal de recevoir des renforts décisifs. En Hispanie, les troupes romaines conquirent d'importantes bases carthaginoises, tandis qu'en Italie, la résistance contre Hannibal croissait. Le tournant décisif vint finalement avec la bataille de Zama en Afrique du Nord, où une armée romaine battit Hannibal. Carthage fut contrainte à des conditions de paix sévères, perdit sa puissance militaire et dut se soumettre à l'hégémonie romaine. Une troisième guerre contre Carthage suivit en l'an 149 avec C. Mais à ce moment-là, la ville était déjà fortement affaiblie. Après 3 ans de siège, Carthage fut détruite et transformée en province romaine. Parallèlement à ces affrontements, Rome étendit également son influence vers l'Est. Au cours de plusieurs guerres contre les États grecs et le royaume de Macédoine, Rome s'imposa et intégra de vastes parties de la Grèce dans sa zone de domination. Au milieu du IIe siècle avec J.C., Rome était devenue la puissance dominante du bassin méditerranéen. Cette expansion rapide a transformé fondamentalement la société romaine. L'afflux de richesses, d'esclaves et d'idées nouvelles a renforcé Rome économiquement et culturellement, mais a également apporté de nouvelles tensions. D'une république autrefois axée sur l'équilibre et la limitation du pouvoir, elle devint de plus en plus un État dont la stabilité interne dépendait du succès militaire et de l'influence personnelle de certains dirigeants. Mais quelles conséquences cette évolution a-t-elle eu sur l'ordre politique de Rome? Et comment le chemin de l'expansion républicaine a-t-il finalement conduit à l'émergence d'un empire
qui allait perdurer pendant des siècles. Au 1er siècle AVTJ-C, Rome était définitivement devenue la puissance dirigeante du bassin méditerranéen. Cette période fut en même temps marquée par de profonds conflits internes. Le pouvoir croissant de certains généraux et de leurs armées loyales conduisit à des guerres civiles qui ébranlèrent le système républicain. L'une des figures centrales de cette époque fut Jules César. Il a grandi dans une phase d'instabilité politique et s'est fait un nom initialement lors de la révolte des esclaves menée par Spartacus. Bien que Spartacus ait pu temporairement rassembler une grande armée d'esclaves en fuite, la révolte fut finalement écrasée et l'ordre établi fut maintenu. Après ces événements, César, Pompée et Crassus s'allièrent pour former ce qu'on appelle le premier triumvirat, une alliance de pouvoir informel qui domina la politique romaine. Cette alliance se brisa cependant lorsque Crassus tomba en Orient et que César et Pompée devinrent rivaux. La guerre civile qui suivit s'acheva par la victoire de César. Il se fit nommer dictateur à vie, ce qui suscita chez de nombreux sénateurs la crainte d'une nouvelle monarchie. En l'an 44 J.C., César fut assassiné au Sénat, un événement qui plongea à nouveau Rome dans une phase de sanglants affrontements. Après la mort de César, ses partisans, dont Octave, Marc-Antoine et Lépide, formèrent le second triumvirat. Cette alliance se désagrégea aussi rapidement et des guerres civiles éclatèrent à nouveau. À la fin, Octave s'imposa, dernier héritier du pouvoir de César. En l'an 27 C, il reçut le titre d'Auguste et devint ainsi de fait le premier empereur romain. Néanmoins, il évita délibérément tout rapprochement manifeste avec la royauté. Il se présentait comme un serviteur de l'État et affirmait avoir rétabli la République, bien que Rome fût en réalité entrée dans une nouvelle phase. Les quelques 200 années suivantes sont souvent qualifiées de Pax Romana, une époque de stabilité relative et de paix intérieure. Pendant cette période, l'Empire romain a atteint sa plus grande extension. Le commerce fleurissait, les routes et les villes reliaient des régions éloignées et la prospérité économique marquait de vastes parties de l'Empire. Bien qu'il y ait eu aussi, durant cette phase, des souverains tyranniques ou incapables comme Caligula ou Néron, leurs excès n'ont généralement pas eu d'impact à long terme sur la stabilité du système global. La plupart des empereurs se concentraient sur la sécurisation des frontières existantes plutôt que sur l'élargissement incessant de l'Empire. Au IIe siècle, après J.C., l'Empire atteignit son extension territoriale maximale sous l'empereur Trajan. Mais déjà à l'époque, il apparaissait que de nouvelles expansions n'apportèrent plus guère d'avantages économiques. Particulièrement les régions frontalières du Nord, habitées par des tribus germaniques, s'avéraient difficiles à contrôler et peu rentables. Une défaite dévastatrice dans la forêt de Teutobourg, où plusieurs légions furent anéanties, montra clairement que les limites de l'expansion romaine étaient atteintes. Après la mort de l'empereur Marc Aurèle en 180 après J.C., une phase d'instabilité croissante commença. Son fils Commode s'avéra être un souverain incapable et plongea l'Empire dans des troubles politiques. Son assassinat fut suivi d'une période courte mais chaotique où plusieurs empereurs revendiquèrent successivement le pouvoir. Si certains souverains parvinrent à rétablir temporairement l'ordre, l'Empire entra au IIIe siècle dans une crise profonde. Guerres civiles, déclin économique, épidémies et menaces extérieures affaiblirent considérablement les structures étatiques. À cette époque, il y eut même des sécessions temporaires de parties entières de l'Empire. À l'ouest naquit un empire des Gaules indépendants, tandis qu'à l'est, l'empire palmyrénien, sous la souveraine Zénobie, contrôlait de vastes territoires. Ce n'est que sous l'empereur Aurélien que ces régions rebelles furent reconquises et que l'unité de l'empire fut rétablie. Son assassinat montra cependant une fois de plus combien l'ordre politique était devenu fragile. L'empereur Dioclétien engagea une réforme durable en reconnaissant qu'un seul souverain ne pouvait plus gouverner efficacement un empire aussi vaste. Il divisa le pouvoir entre plusieurs empereurs, jetant ainsi les bases de la séparation ultérieure en une partie occidentale et une partie orientale de l'Empire. Sous l'empereur Constantin, le christianisme fut reconnu et encouragé, ce qui transforma durablement le paysage religieux de l'Empire. Il fonda en outre une nouvelle capitale à l'est, Constantinople, qui devint bientôt un centre politique et culturel. La rupture définitive intervint après la mort de l'empereur Théodose en 395,
lorsque l'Empire fut durablement divisé entre ses fils en une partie occidentale et une partie orientale. L'Empire romain d'Occident subit une pression croissante due aux migrations de peuples et aux luttes de pouvoir internes. En 476, le dernier empereur romain d'Occident fut déposé, un événement qui est traditionnellement considéré comme la fin de l'Antiquité en Occident. L'Empire romain d'Orient, en revanche, subsista encore près de 1000 ans, jusqu'à ce que Constantinople soit conquise par les Ottomans en 1453. Ainsi, s'acheva l'histoire d'un empire qui était issu d'une petite colonie en Italie et qui, pendant des siècles, avait déterminé le sort du monde connu. Cependant, même après sa chute, l'influence de Rome resta perceptible et façonna la politique, le droit, la culture et la pensée bien au-delà de son époque. Avec la chute de l'Empire romain, la puissance politique de Rome a certes disparu, mais son héritage spirituel et culturel a perduré. Sur plus de 2 millénaires, Rome n'a pas seulement conquis des terres, mais a également créé des idées, des structures et des modes de pensée qui ont agi bien au-delà de sa propre existence. Même après la fin formelle de l'Empire, de nombreuses entités politiques se sont considérées comme ses successeurs ou héritiers. Particulièrement le Saint-Empire romain germanique, mais aussi l'Empire ottoman, se sont réclamés de la tradition romaine de différentes manières pour légitimer leur propre domination. Le droit romain a formé la base de nombreux systèmes juridiques modernes et a influencé la compréhension de l'État, de la citoyenneté et de la loi jusqu'à l'époque contemporaine. La langue latine a survécu dans les langues romanes et a marqué les sciences, la religion et l'administration pendant des siècles. L'architecture, l'urbanisme et l'ingénierie des Romains ont servi de modèle aux générations suivantes, des routes et ponts jusqu'aux édifices à coupoles et centres administratifs. Le système calendaire romain constitue également, aujourd'hui encore, la base de notre chronologie. De plus, Rome a laissé un héritage historique complexe. L'histoire de l'Empire montre comment une société a pu s'élever au rang de puissance dominante par sa capacité d'adaptation, son organisation et sa force militaire, mais aussi comment les tensions internes, la concentration du pouvoir et l'extension structurelle excessive ont finalement conduit au déclin. L'ascension et la chute de Rome ne sont donc pas seulement un récit des temps passés, mais aussi une leçon intemporelle sur le pouvoir, la stabilité et la fugacité. C'est peut-être là que réside la fascination durable pour l'histoire romaine. Était-ce la discipline militaire qui a rendu Rome si victorieuse, ou sa capacité à intégrer des cultures étrangères et à les rendre utiles à ses propres fins? L'Empire aurait-il pu empêcher sa chute s'il avait adapté son ordre politique plus tôt? Ou la désintégration d'un empire aussi gigantesque était-elle inévitable? Même si Rome a disparu depuis longtemps, son héritage perdure. Dans nos lois, nos villes et notre pensée, l'Empire romain nous accompagne encore aujourd'hui, comme un rappel de la profondeur avec laquelle une civilisation peut marquer le monde, même longtemps après avoir cessé d'exister.